C'est exactement là qu'elle se trompe. Pas dans le diagnostic, mais dans la profondeur du diagnostic. C'est à ce niveau-là qu'elle se trompe. Parce que le problème n'est pas d'ordre pédagogique. Le problème est d'ordre philosophique. Et la distinction est cruciale, elle est fondamentale. Il n'est pas d'ordre pédagogique, il est d'ordre philosophique. Un problème pédagogique se règle avec de meilleures méthodes d'apprentissage, de meilleures méthodes d'enseignement, avec de meilleurs enseignants, tout simplement, avec de meilleurs outils, n'est-ce pas? Meilleurs enseignants, meilleurs outils, avec de meilleurs programmes. S'il n'était que d'ordre pédagogique le problème, on aurait pu, d'un coup de baguette magique, résoudre ce problème. Enfin, baguette magique, pas vraiment, un peu de volonté politique. Mais un problème philosophique questionne la nature même de ce qu'on est en train de faire. Pourquoi? Pour qui? Au nom de quoi? Et la question philosophique centrale, celle que personne dans le système ne pose jamais, officiellement, est la suivante. La question est la suivante. Qui a le droit de décider ce qu'un enfant doit apprendre? Qui a le droit de décider cela? Est-ce l'État? Si oui, sur quelle légitimité? Démocratique? Mais l'enfant ne vote pas. Il n'a pas son mot à dire. Il ne délègue pas son pouvoir à l'État. Il ne signe pas de contrat social. Il naît. Et immédiatement, dans son consentement, immédiatement, j'allais dire, sans son consentement, sans même la possibilité de donner ou refuser son consentement, on décide pour lui. Est-ce les parents qui doivent décider? C'est plus défendable, n'est-ce pas? Mais les parents eux-mêmes ont été formés par le même système. Leur croyance sur ce qu'un enfant peut ou ne peut pas faire ne vient pas d'eux-mêmes. Leurs croyances sur ce qu'un enfant peut ou ne peut pas apprendre ont été façonnées par les mêmes institutions qui cherchent aujourd'hui, maintenant, à reproduire la même chose pour leurs enfants. Est-ce que vous comprenez le cercle vicieux? Moi, je dis cercle vicieux, mais en réalité, les philosophes appellent ceci un cercle herméneutique. Un cercle herméneutique. Vous interprétez le monde avec des outils que le monde vous a donnés. Vous évaluez le système avec des critères que le système vous a enseignés. Vous ne voyez pas la cage, parce que la cage vous a appris à voir. Vous ne voyez pas la cage, parce que c'est cette cage-là qui vous a appris à voir. Du coup, vous ne la voyez même plus. Vous devez absolument comprendre ceci. Est-ce que j'ai de l'espace là? Parce que là, on va parler d'un autre John, mais pas de John Taylor Gatto cette fois, mais de John Locke. Un acteur majeur. Je vous invite à prêter attention à ce monsieur. Donc, on est là en, si ma mémoire ne me fait pas défaut, on est en 1696. 1696. Alors, on produit ceci. Some thoughts concerning education. C'est en anglais. En quelques réflexions sur l'éducation. Il dit ceci dans son livre. L'esprit de l'enfant
est une tabula rasa, une ardoise vierge, une tabula rasa. Ce que vous y écrivez au début reste gravé pour la vie. On est en 1693, hein? D'accord? On est même presque un siècle avant le système prussien. Locke avait raison. Mais il n'imaginait pas que cette ardoise vierge serait confiée à un État qui a ses propres intérêts, qui a ses propres besoins, ses propres définitions de ce qu'est un véritablement bon citoyen. Vous avez donc Rousseau également, qui vient quelques décennies plus tard, va aller plus loin. Dans Émile, son traité d'éducation. Je pense que vous êtes tous familiers avec ce traité, on en parle plusieurs fois. Il dit quelque chose de révolutionnaire pour l'époque. Il dit, laissez l'enfant se développer selon sa nature. Ne forcez pas, ne contraignez pas. La corruption ne vient pas de l'enfant, elle vient de la société. Là, c'est Rousseau qui le dit. L'homme n'est bon, c'est la société qui le corrompt, n'est-ce pas? Il faut qu'on en ait tous conscience. Rousseau, cela va peut-être vous surprendre, n'avait pas d'IRM, il n'avait pas d'imagerie en résonance magnétique. Il n'avait pas d'EEG, d'électroencéphalogramme. Il n'avait pas les données de George Land ou les travaux sur les ondes de θ. Il n'avait pas tout ça, il ne connaissait pas tout ça. Et pourtant, il avait quand même déjà tout compris. Vous avez déjà tout compris de manière fondamentale. Parce que la neuroscience moderne ne fait que confirmer en langage scientifique ce que Rousseau disait en langage philosophique, dans ses proses, dans ses belles proses. L'enfant naît avec une capacité extraordinaire. Et quelque chose dans la civilisation, dans les institutions, dans ces structures de pouvoir, comprime cette capacité, la redirige, la normalise et la rend inoffensive. Il la rend inoffensive. Mais inoffensive vis-à-vis de qui? Inoffensive pour qui? Ceci est une question légitime. Bien évidemment, pour ceux qui ont besoin d'une population qui consomme sans questionner, qui consomme sans questionner, qui travaille sans contester. On travaille sans contester, on consomme sans questionner, qui vote sans vraiment comprendre les mécanismes du pouvoir, qui accepte sa position dans la hiérarchie comme naturelle, qui accepte sa position dans la hiérarchie comme méritée, comme le résultat d'un système équitable, juste, bienveillant. Ce n'est pas de la théorie du complot. Je dis ça clairement. Ce n'est pas de la paranoïa. Ce n'est pas de l'idéologie. Mais alors, absolument pas. Le but est de faire de vous des esprits libres. Vous pouvez à tout moment remettre en question tout ce que je dis. Il y aura d'ailleurs une séance de questions-réponses à la fin. Donc, je vous invite à être le plus acerbe possible. C'est de l'analyse souveraine des structures, contrairement aux intentions individuelles. On n'a pas besoin de conspirateurs. Ils n'ont pas besoin de réunions secrètes. Ils n'ont pas besoin de méchants conscients. Les structures se perpétuent parce qu'elles servent des intérêts. Et les intérêts qu'elles servent
les intérêts qu'elles servent ont les moyens de les perpétuer. J'invite votre attention sur cette partie, votre vigilance sur cette partie. Vous avez, en 1971, Ivan Illich. Je vais le mettre là. Vous avez donc Ivan. D'accord? Je vais le mettre en majuscule là, du coup. Vous avez donc Ivan Illich, donc en 1971. C'est une année qui m'est chère. Qui a produit son ouvrage Deschooling. Deschooling Society. Donc, déscolariser la société. Un livre que l'establishment éducatif a tout fait pour ce qu'il pouvait pour le marginaliser. Et pour cause, Illich dit quelque chose de dévastateur. Il dit ceci. L'école ne transmet pas le savoir. L'école transmet le savoir, transmet la dépendance au savoir institutionnalisé. C'est comme ça qu'il le formule. Elle apprend aux enfants que la valeur d'une connaissance dépend de qui la délivre, pas de sa véracité intrinsèque, objective, pas de son utilité, pas de sa beauté, mais de qui la délivre. Ce sont des mécanismes de manipulation. La valeur de la connaissance et du savoir, donc, dépend de son label. Un diplôme, un certificat, une accréditation. Voilà ce qui donne de la valeur à une connaissance dans un monde post-scolaire. Ce n'est pas la connaissance elle-même, mais alors absolument pas la connaissance elle-même, c'est son emballage institutionnel.